Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de cette édition, au Pérou, des milliers d'Indiennes réclament justice pour les stérilisations forcées dont elles ont été victimes. Des opérations menées sous Fujimori sous prétexte de lutte contre la pauvreté. Burkini, voile, de plus en plus de marques s'ouvrent à la mode dite islamique et suscitent de nombreuses réactions en France. Signe d'aliénation ou liberté de choix, le point sur le débat. Et enfin, dans le monde du numérique, des hommes qui s'engagent pour que les femmes soient mieux représentées et plus visibles. Jamais sans elles, c'est le nom de cette initiative, lancée notamment par Natacha Kester-Séméon, entrepreneuse, et Alexandre Jardin, écrivain et militant associatif. Mais pour commencer, direction le Pérou, qui s'apprête à élire son nouveau président, peut-être d'ailleurs une femme. En tout cas, pour des milliers d'Indiennes, c'est l'occasion de réclamer justice. À la fin des années 90, 300 000 d'entre elles ont été emmenées de force à l'hôpital pour être stérilisées. Reportage de Laurie Fachot. Ruth, mère de 4 enfants, a subi une ligature des trompes sans anesthésie il y a 17 ans. Des infirmières sont venues chez elle et l'ont obligée à se rendre à l'hôpital. Les infirmières m'ont prise de force, elles m'ont attaché les mains au lit, les pieds aussi, tandis qu'une autre me tenait la tête. La douleur que j'ai ressentie était très forte, j'avais mal, je criais « Docteur, j'ai mal !» Il m'a répondu « Sois forte, mais y du tien !» Je disais au docteur « Je ne veux pas que vous me ligaturiez les trompes », mais je sentais déjà le sang couler sur ma peau. Ruth n'est pas un cas isolé. Elle serait 300 000 à avoir été opérées sans leur consentement. Stériliser les Indiennes pour éradiquer la pauvreté, une vieille idée libérale mise en pratique sous Alberto Fujimori entre 1996 et 2001. Aujourd'hui, Ruth se rend dans un village tout proche de chez elle. Le but, informer ces femmes paysannes, analphabètes pour certaines, de leurs droits. Car le gouvernement péruvien a lancé en novembre dernier un programme de recensement des victimes de stérilisation forcée. Ces femmes demandent justice. L'après-midi même, juste après l'opération, ils nous ont ramenés chez nous dans la même ambulance. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'est venu voir si j'étais morte ou si j'allais bien. Personne ne se souvient de nous. Nous réclamons justice, nous toutes qui avons été stérilisées de force. Cette cicatrice, c'est celle de la ligature des trompes. Plus de 2000 femmes ont porté plainte contre l'État. Mais aucune d'entre elles n'est reconnue victime de stérilisation forcée. L'action de ces femmes est pourtant en cours depuis 14 ans. Au ministère de la Justice, on évoque la difficulté à mener l'enquête. Dans les années 90 et jusqu'en 2001, il existait une politique en matière de contrôle des naissances au Pérou. Cette politique comprenait la stérilisation chirurgicale volontaire. Ce qu'il faut établir maintenant, c'est dans quel cas cette stérilisation chirurgicale n'a pas été volontaire et réalisée sans le consentement de la femme. Et cela, seul le système judiciaire peut l'affirmer. Un sujet sensible et politique en pleine campagne présidentielle. Cette candidate de gauche pourrait affronter Keiko Fujimori au second tour. Pour elle, la fille d'Alberto Fujimori était au courant de cette politique de stérilisation forcée. Il n'y a aucun doute. Keiko Fujimori est complice des stérilisations réalisées à des centaines de femmes paysannes sans leur consentement, la plupart étant des Indiennes qui ne parlent pas espagnol. Nous savons que cela a été une politique d'État menée au plus haut niveau du gouvernement. Les ministres de la Santé et le président de l'époque, Alberto Fujimori, étaient pleinement au courant. Aujourd'hui, ils sont en prison pour violation des droits humains et corruption. Et en attendant l'élection, ces femmes redoutent que la fille d'Alberto Fujimori, Keiko, devienne la prochaine présidente du Pérou. En France, après 2 ans de débats houleux, le Parlement a voté la loi de lutte contre la prostitution. Dorénavant, les clients risquent une amende de 1 500 €. L'Hexagone devient ainsi le 5e pays abolitionniste d'Europe, après la Suède, l'Islande, la Norvège et le Royaume-Uni. À cette occasion, France 24 publie Mylène, la fin d'un tapin, une plongée dans l'univers d'une travailleuse du sexe de la rue Saint-Denis à Paris. Un diaporama sonore à découvrir sur notre site.
Burkini, voile, depuis que certaines marques proposent une mode dite islamique, en France, le débat fait rage, avec au centre des questions l'image de la femme. Regardez. Une femme voilée dans une récente pub H&M, une grande marque de prêt-à-porter. Des voiles sophistiqués et des abayas et longues robes musulmanes chez Dolce & Gabbana, une marque de luxe. Et surprise, sur le site internet d'une chaîne de magasins britanniques, des maillots de bain couvrant la quasi-intégralité du corps à 62,95 €. Aujourd'hui, le prêt-à-porter se met à la mode islamique et crée la polémique. Pour Galia Mansour, 24 ans, c'est une bonne nouvelle. Elle fait partie de ces femmes qui portent le voile et aiment la mode. On est aussi coquettes que tout le monde, toutes les femmes de notre génération. Et on aime avoir le choix et on aime ne pas avoir à se restreindre à quelques boutiques et de pouvoir justement avoir un style qui nous corresponde. Et donc ouais, pour moi c'est utile. Moi je pense que c'est bien, c'est une ouverture d'esprit, ça prouve qu'il y a de la tolérance. Moi je suis quand même contente de pouvoir rentrer dans des magasins que j'aime bien et qui pensent à moi quelque part. Mais la ministre des Droits des Femmes crie au scandale. Pour elle, vendre des tenues islamiques, c'est se rendre complice de l'enfermement de la femme. Ce que je dis aux marques, c'est attention, ce que vous faites n'est pas responsable, vous influez, vous agissez sur la société et sur les libertés et les droits des femmes. Même condamnation chez les féministes qui craignent la banalisation du voile. Le danger, c'est de glamouriser le voile et donc de faire oublier toutes les connotations qu'il y a derrière. Cette connotation principale étant de dire voilà, le corps des femmes doit être caché et donc il doit être quelque part, sa place dans l'espace public doit être limitée, il doit être restreint, il doit être enfermé. À Londres, cette grande chaîne japonaise de prêt-à-porter a inauguré il y a seulement une quinzaine de jours un rayon entier de vêtements islamiques. Des voiles ou encore des tuniques. Pour le moment, la même enseigne n'offre pas ce type d'article à ses clients en France. Dans le monde du numérique, encore majoritairement masculin, des hommes s'engagent pour les femmes et pour plus de mixité. Jamais sans elles, c'est le nom d'un mouvement lancé en France en début d'année. Nos invités en sont les initiateurs. Natacha Kester-Séméon, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneuse. Alexandre Jardin, écrivain, notamment connu pour Fanfan ou encore Le Zèbre. Je disais agitateur d'idées, mais vous dites non, militant associatif. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, Jamais sans elle, c'est un hashtag qui est très repris sur les réseaux sociaux. Mais quel est exactement le concept ? Alors à l'origine, c'est un club d'entrepreneurs et de personnalités numériques engagés dans la transformation humaniste de la société, qui est le club des gentlemen. Et il y a eu un appel qui a été initié, c'était une prise de parole de ces entrepreneurs et de ces personnalités disant on ne participera plus à un événement public, à un panel, à une conférence, il n'y aurait pas au moins une femme. C'est-à-dire que sinon, en fait, ils s'engagent à les boycotter. Donc c'est un levier totalement nouveau, le fait de voir des hommes qui prennent la parole pour demander la présence des femmes. Et sur les réseaux sociaux et sur Twitter en particulier, en quelques semaines, nous avons touché plus de 10 millions de personnes. Alexandre Jardin, vous participez, vous avez été même cofondateur de ce mouvement. Qu'est-ce qui vous a motivé à y participer ? Alors j'étais réticent au départ. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je suis très engagé dans des actions de terrain. Lorsque Natacha m'a appelé, je lui ai dit mais je trouve ça un peu un concept. Et puis j'ai pas réagi. Elle m'a tapé sur la tête et en fait elle m'a réveillé. Tout à coup je me suis dit mais c'est juste le minimum. C'est le minimum du minimum, ce mouvement. Et donc, alors que je ne suis pas tellement pour les signatures, les pétitions, tout à coup, je me suis dit, non, le minimum, c'est de soutenir ça. Et donc, mais qu'on soit un homme ou une femme, c'est le minimum. C'est le minimum, parce qu'en fait, effectivement, l'idée, c'est que quand on voit des panels, des conférences, on voit beaucoup d'hommes. C'est atterrant. On voit que des hommes. Alors, certains des hommes se sont engagés à dire « je ne participerai pas ». Est-ce qu'effectivement, c'est le cas ? Est-ce que vous avez eu l'impression que depuis, les panels sont un peu plus mixtes ? Ça commence, il y a une centaine de signataires, il y a des dirigeants importants. Par exemple, il y a le PDG d'IBM, le directeur général de Twitter, Jacques-Antoine Grandjean, Stéphane Richard, PDG d'Orange. Et vous surveillez bien qu'ils ne participent pas à des conférences ? En fait, vous savez, il y a des vigilances citoyennes. C'est ça qui est intéressant. C'est que les personnes qui assistent aux conférences
nous signale les choses. Donc finalement... Et au-delà d'ailleurs des conférences numériques, parce qu'on pourrait dire la même chose sur des panels, je ne sais pas, politiques, économiques. Absolument. D'ailleurs, nous avons aussi des personnalités d'autres domaines. Nous avons par exemple des dirigeants de médias, des dirigeants dans la publicité et aussi des politiques. Nous avons 3 maires, Alain Juppé, maire de Bordeaux, Jean Rotner, maire de Mulhouse et Philippe Sorel, maire de Montpellier, qui sont engagés. Effectivement, c'est transversal. Le numérique a donné l'impulsion, mais c'est en train d'irriguer dans d'autres domaines. Alexandre Jardin, pour vous, pourquoi est-ce que la mixité, c'est important? Pourquoi est-ce que c'est important de rendre les femmes plus visibles, qu'il y ait plus d'égalité, plus de partage? Parce qu'on dit que souvent les hommes sont quand même assez réticents finalement. Mais pour moi, c'est même pas un débat. C'est le fait qu'il y ait un débat est déjà une folie. C'est juste un truc normal, quoi. Et ce que je trouve extrêmement intelligent dans cette démarche, c'est que ça passe pas par la loi. Ça passe pas par la contrainte, ça passe par la vigilance citoyenne. Donc plus le hashtag va circuler, plus lorsqu'il y aura un événement et qu'il n'y a pas de femmes, les gens vont se mettre à gueuler sur Twitter. Et au fond, c'est bon que la société se régule elle-même. Aujourd'hui, il y a une convergence. On n'a pas tout inventé. C'est un moment où l'opinion, où les gens quand même se disent que ce n'est pas normal. Et les hommes se le disent notamment. Et on peut le voir. Finalement, aujourd'hui, voir une photo où il y a une conférence où il n'y a que des hommes, ça nous paraît anormal. Et c'est ça qui est nouveau. C'est à partir du moment où il y a la prise de conscience et la responsabilisation de chacun, on peut contribuer ensemble et main dans la main. Il ne s'agit pas là d'imposer, de s'opposer, mais de collaborer. Et d'ailleurs, notre mouvement est coélaboratif. Et de le faire gaiement. Et de le faire gaiement, et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Natacha Kester-Semyon, merci beaucoup à Alexandre Jardin de nous avoir expliqué ce mouvement, jamais sans elle. Donc si nos téléspectateurs voient des photos ou des conférences avec que des hommes sur le panel, ils tweetent, c'est ça? Oui, ils le tweetent, mais ils peuvent aussi nous signaler des femmes remarquables et participer au débat sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la place des femmes en général. Mais on y réussira parce qu'on le fait ensemble. Parce qu'on le fait ensemble, tout un vaste programme. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur La Toile.